Yo tout le monde, vidéo 100% de Champions League, cette compétition qui nous fait tout simplement tous rêver, tous les amateurs de sport et particulièrement de ballon rond. L'objectif c'est simplement de donner un avis, un petit prono pour chacun de ces huitièmes de finale en prenant en compte que à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo on est mi-décembre, les huitièmes seront seulement dans 2 mois. Entre temps on aura certainement des blessures, des équipes qui sont en forme à l'heure actuelle qui seront en méforme dans 2 mois et vice versa. On a le mercato hivernal également qui va intervenir, qui peut complètement changer la donne dans certaines de ces rencontres. Donc je vais vous demander d'être indulgent sur ça et je me réserve le droit tout simplement de changer d'avis dans 2 mois. On aura le temps d'en reparler. Avant même de regarder la vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser vos avis et laisser vos pronos dans les commentaires juste en bas. Et je regarderai tout ça avec grande attention. À présent, la partie analyse, c'est maintenant. Premier match, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Un des matchs les plus évidents à mon sens. Le PSG fait figure de grand favori. Le PSG qui, sur le papier, en tout cas est favori puisqu'ils ont terminé premier de la poule. Le Borussia n'a terminé que deuxième de la poule. Il faut savoir que le Borussia sort quand même d'une poule assez relevée. Une poule où dedans tu avais le FC Barcelone, tu avais l'Inter Milan et tu avais le Slavia Prague. Le Slavia Prague, c'était une équipe que tout le monde voyait un petit peu se faire malmener et pour autant ils sont arrivés quand même à faire 2 matchs nuls, notamment accrocher le FC Barcelone à Barcelone. Donc faire 0-0 à Barcelone, ça montre que c'était une équipe quand même de qualité. Il y avait une journée qui était décisive pour le Borussia Dortmund, c'était la dernière journée. C'est-à-dire que même en gagnant, si l'Inter gagnait face à Barcelone, le Borussia n'était pas qualifié pour les huitièmes de LDC, ils étaient directement reversés en Europa League. Sauf que, concours de circonstances, le FC Barcelone a envoyé une grande partie de son équipe bis, j'ai envie de dire. Et pour autant, l'Inter, qui est très en forme en championnat, se sont complètement écroulés. Et l'Inter ont perdu à la maison face à une équipe remaniée du FC Barcelone. A contrario, le Borussia sont allés chercher la victoire face au Slavia. Un match très compliqué. Ils ont gagné 2-1. Il faut savoir que le Borussia, tout au long de cette Ligue des Champions, ça a été quand même assez poussif. Hakimi notamment, le défenseur latéral international marocain, a été tout simplement exceptionnel. Il a marqué des buts très importants. Il a marqué des doublés pour un latéral, c'est quand même quelque chose de très étonnant et voilà, ça fait beaucoup de bien. Maintenant si on prend le Borussia en championnat avant face au FC Barcelone, donc c'est vrai qu'il y a peut-être un petit blocage psychologique. Après c'est vrai qu'on a quand même pas mal renouvelé l'effectif. Si Neymar est là, si Gana Gueye est là, si Herrera est là, voilà, si Abdou Diallo, c'est des mecs, tout ça ils n'ont pas connu le traumatisme, donc c'est vrai que le fait d'avoir recruté un petit peu, ça va apporter un souffle nouveau, ça va permettre d'enlever un petit peu ce côté traumatisme. En tout cas si on parle purement football, le PSG est quand même un cran au-dessus de Dortmund. Si on parle de psychologie et de mental, c'est la principale petite alerte pour le PSG, mais ça sera quand même le PSG. Deuxième match, Real Madrid-Manchester City. Le Real Madrid qui sort d'une saison très compliquée. Le Real Madrid qui a fait un début de saison également très compliqué. Mais le Real Madrid qui revient bien. Le Real Madrid qui fait deuxième dans la poule du PSG. City qui fait premier en face. Mais le Real Madrid en championnat, après un début de saison un petit peu poussif, c'est quand même plutôt bon. 10 victoires, 5 nuls, 1 défaite. En 16 matchs, c'est quand même pas mal. Deuxième à égalité de points avec le FC Barcelone qui est premier. Déjà 4 points d'avance sur le troisième, sur Séville. Alors que Barcelone et le Real Madrid ont un match en retard. En championnat, on l'a compris, le Barça et le Real sont toujours bien au-dessus de tout le monde. Dans la phase de poule, le Real Madrid a buté à l'aller face au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid a trébuché face à Bruges. On a vu ce match nul où ça aurait pu être dramatique pour le Real Madrid. Le Real a également fait un très bon match face au PSG où ils ont mené 2-0. Ils s'effondrent à la fin, 81e, 83e il me semble. Ils prennent les 2 buts face au PSG pour se faire égaliser par Sarabia et je crois que c'est Kylian Mbappé si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, ce Real là va beaucoup mieux. Voilà, ce Real là va clairement mieux. Un effectif retrouvé, surtout le jeu au milieu de terrain. Le jeu au milieu de terrain avec Toni Kroos, avec Casemiro et avec Valverde. On sait que Modric, après son ballon d'or, a eu un après-ballon d'or très compliqué. On sait évidemment Karim Benzema, exceptionnel, libéré d'un poids. Il y a un facteur X qui va être hyper important, ça va être la forme de Gareth Bale. Ça va être le mercato hivernal également. Est-ce que Gareth Bale va partir? Est-ce qu'on va le garder? Est-ce que du côté du Real, on va recruter?
au mercato hivernal pour venir un petit peu se renforcer. Moi, le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est le secteur offensif. Vinicius, Rodrigo, Lucas Vazquez. Voilà, pour moi, c'est un petit peu light. Rodrigo est un très très bon joueur et ce sont tous des bons joueurs. Mais pour moi, c'est un petit peu light parce qu'en face, voilà. En face, on a quand même Manchester City. Un Manchester City qui est dans une situation un petit peu particulière. C'est-à-dire que Manchester City est largué en championnat. À l'heure actuelle, ils sont 3e. Ils ont fait un début de championnat qui n'est pas bon. 4 défaites en 17 matchs pour Man City. Ils sont déjà à 14 points. Ils sont déjà à 14 points de Liverpool. Ça semble très très compliqué pour le championnat. Maintenant, au final, qu'ils soient 2e, 3e, 4e, ça ne va pas changer grand-chose. Man City va jouer avec 0 pression en championnat. Guardiola va pouvoir se permettre de faire des turnovers de mutants juste avant de jouer face au Real Madrid en 8e de finale et après pour les quarts et pour les demi. C'est-à-dire que a priori les gros joueurs de Man City ne devraient pas être blessés puisqu'on va bénéficier d'un turnover. Ils devraient arriver frais là où le Real a moins de marge de manœuvre que Manchester City. Manchester City, eux, peuvent se permettre un petit peu de lâcher ce championnat et de faire un turnover. Il y a un factor X à mon sens. Ce factor X, c'est évidemment l'état de forme et la blessure ou non de Kevin De Bruyne. On sait que à son meilleur niveau, c'est un des meilleurs milieux de terrain au monde. C'est un mec qui va orienter le jeu, c'est un mec qui est capable de te débloquer une situation sur coup de pied arrêté ou même in-game. Kevin De Bruyne, voilà, c'est le facteur X de cette rencontre. S'il est là, avec un grand Kevin De Bruyne, avec un grand Raheem Sterling, avec un grand Bernardo Silva, on sait que Sterling commence petit à petit à être dans les tout meilleurs joueurs du monde. Pour moi, ça va être vraiment compliqué pour le Real Madrid. Alors voilà, j'ai une logique, c'est que depuis le début de l'année, j'ai annoncé Manchester City vainqueur de la Champions League. À mon sens, Manchester City est favori de ce match-là si je veux garder une certaine continuité. Donc je vais donner Manchester City qui pour moi a peut-être plus de force offensive et sera peut-être plus à même d'aller chercher un résultat face au Real. Troisième rencontre, Atalanta-Bergame, équipe du championnat d'Italie, donc de Serie A, en face Valence, équipe espagnole. Premier duel entre une équipe italienne et une équipe espagnole dans ses huitièmes de finale. L'Atalanta qui est tout simplement une équipe miraculée. On va pas se mentir, c'est une équipe complètement miraculée. Il faut savoir qu'ils ont perdu leurs 3 premiers matchs dans une poule face à Manchester City, dans une poule face au Shakhtar Donetsk et dans une poule face au Dynamo Zagreb. 3 défaites en 3 matchs, donc 0 points sur 9 possibles, dernier du groupe. On se demandait même s'ils allaient pouvoir se qualifier en Europa League. Et puis finalement, premier point, déclic face à City à la maison, score nul de 1 but partout. Derrière, réception de Zagreb. Victoire 2-0 face à Zagreb et puis c'était conditionné la qualification à une victoire à Donetsk, à une victoire dans des conditions difficiles. On sait que Donetsk ne joue pas dans son propre stade pour des raisons politiques par rapport à tout ce qui se passe en Ukraine. Mais en tout cas, l'Atalanta était conditionné à aller chercher une victoire là-bas. D'autant plus que pour l'Atalanta, ça se passe plutôt pas mal, j'ai envie de dire, mais ça se passe pas non plus idéalement en championnat, puisqu'ils sont 6e à l'heure actuelle du championnat. 8 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Maintenant, ça se joue dans un mouchoir de poche parce que l'AS Rome n'est qu'à 4 points devant. L'AS Rome, premier qualifié pour la Ligue des Champions. Mais l'Atalanta, c'est pas non plus brillant en championnat. Comme j'ai dit tout à l'heure, 8 victoires en 16 matchs, ça fait une victoire tous les 2 matchs. Tu te rends compte que voilà, l'Atalanta, c'est pas non plus du standing des gros. Sauf que en face, voilà, t'as une équipe de Valence en face qui est un petit peu dans la même situation au championnat. Valence qui est à l'heure actuelle 8ème, 7 victoires, 6 matchs nuls, 4 défaites. Beaucoup de défaites quand même pour Valence avec 4 défaites, 7 victoires, 6 nuls. Tu sens que il manque peut-être un petit truc. Et ce petit truc, c'est notamment à travers la défense. Quand tu compares la défense, par exemple, du championnat espagnol, le Real Madrid, 12 buts encaissés, Séville, 17, Getafe, 16, l'Atlético, 10, Bilbao, 12. Tu vois, c'est tout le temps en dessous des 20. Valence, c'est déjà 24 buts encaissés cette saison.
c'est quand même énormément de buts encaissés pour une équipe de ce standing-là. Tu sens que c'est une équipe quand même qui est plutôt irrégulière. Et d'ailleurs, pour cette équipe de Valence, c'est pareil. La poule de LDC s'est jouée à absolument rien. Dans la mesure où tu avais une poule très homogène, c'était la poule du LOSC, de l'Ajax et de Chelsea. Valence, il fallait qu'ils aillent chercher une victoire face à l'Ajax Amsterdam. On rappelle l'Ajax en demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions. Il fallait que Valence aille chercher la victoire face à l'Ajax Amsterdam pour se qualifier. Ils sont allés gagner 1-0 là-bas. Le match était un petit vol parce que l'Ajax n'a pas fait un mauvais match. Il y a eu beaucoup de ratés du côté des Hollandais. Mais en tout cas, cette équipe de Valence, moi, à chaque fois que je l'ai vu jouer face à Chelsea, face au LOSC, face à l'Ajax, à chaque fois que je l'ai vu jouer en Ligue des Champions, c'est une équipe qui ne m'a pas fait forte impression. J'ai regardé le match ce week-end face au Real Madrid. Valence ne m'a de nouveau pas fait forte impression. Alors je pense que sur le papier ils sont favoris. Déjà vu qu'ils ont terminé premier, l'Atalanta deuxième. Ensuite parce que l'Atalanta manque complètement d'expérience. Il faut rappeler que l'Atalanta c'est première participation dans la Ligue des Champions. Et déjà première qualification en huitième de finale. Première qualification dans les phases d'élimination directe. C'est déjà chapeau bas pour Atalanta. Valence est favori. J'ai quand même envie de vous dire Atalanta. Je pense qu'il y a un supplément d'âme dans cette équipe qui fait que c'est pas impossible pour l'Atalanta d'aller chercher un quart. Personnellement, j'ai ma petite préférence pour l'Atalanta, donc je vais voter Atalanta Bergame. Quatrième, huitième de finale, Atlético Madrid, Liverpool. L'Atlético qui se sort d'une poule en deuxième position, une poule composée de la Juventus, du Lokomotiv Moscou et du Bayer Leverkusen. Attention, l'Atlético est beaucoup moins séduisante, elle a beaucoup de mal à gérer l'après Antoine Griezmann. Deuxième de groupe avec 10 points. Le premier, c'est la Juventus avec 16 points. L'Atlético qui s'est fait peur. Puisque il y a eu quand même deux défaites. Une face à Leverkusen, une face à la Juventus. Deux défaites sur la journée 4 et la journée 5. Pour autant, ça passe pour l'Atlético. On a vu par rapport au recrutement, Joao Félix par exemple, est pétri de qualité. Maintenant, c'est un joueur qui est fragile physiquement. C'est un joueur qui, pour le moment, n'a pas la carrure, n'a pas le physique pour arriver à encaisser le très haut niveau du championnat espagnol. Alors, footballistiquement parlant, c'est une certitude. C'est un crack. Joao, c'est un crack. Il est très fort. Maintenant, physiquement, par rapport à sa carrure, par rapport à sa musculature, il a beaucoup de mal à confirmer. Les blessures également font que ça le freine. Mais voilà, l'Atlético, quand je vous dis que ça se passe pas bien à l'heure actuelle, l'Atlético seulement 1 point devant la Sociedad, seulement 2 points devant Bilbao, devant Valence, 1 point derrière Getafe, 5e en championnat, 8 matchs nuls pour seulement 7 victoires. 7 victoires pour 8 matchs nuls, 2 défaites. Alors l'Atlético, c'est solide défensivement, ça ne change pas. 10 buts encaissés en championnat, 10 buts encaissés en championnat, ce qui en fait quand même la meilleure défense du championnat espagnol. 10 buts encaissés en 17 journées. C'est vous dire la qualité défensive de cette équipe. Maintenant, le problème, c'est que tu as quand même 18 buts marqués seulement. 18 buts marqués en 17 journées, ce qui nous faut grosso modo une moyenne d'1 but par match. Quand tu vois que le FC Barcelone est déjà à 43 buts, que le Real est déjà à 33 buts, ou que même Getafe est à 26. L'Atlético seulement 18 buts. Donc moi, le secteur offensif de l'Atlético me fait très peur. On sait que Liverpool a l'armada offensive, a probablement le meilleur trio offensif du monde. Liverpool qui dispose de Sadio Mané, de Mohamed Salah, de Firmino. T'as même Divock Origi qui est capable de marquer des buts. On voit en ce moment Jorginho Wijnaldum marquer énormément de buts également. T'as l'impression que tout le monde est on fire dans cette équipe. Comme j'ai dit tout à l'heure, Liverpool a déjà 14 points d'avance en championnat. 14 points d'avance sur Manchester City qui est 3e. 10 points d'avance sur Leicester qui est 2e. Après seulement 17 journées. Liverpool est littéralement en train de rouler sur la première ligue. 17 matchs joués. 16 victoires, 1 nul, 0 défaite. Un nul face à Man United. Sinon, c'est 100% de victoire en première ligue du côté de Liverpool. C'est vous dire la qualité de cette équipe. Liverpool en Ligue des Champions se sort d'un groupe très compliqué. Il a fallu aller chercher la qualif à la dernière victoire. Alors attention,
Parce que Liverpool en championnat, c'est 0 défaite en 17 matchs. Mais en Ligue des Champions, ils sont allés chercher la qualification au bout du bout, puisque c'était à la toute dernière journée pour Liverpool. Ils ont commencé quand même leur campagne de LDC par une défaite face à Naples. Derrière, ils ont gagné tous leurs matchs, sauf un match nul face à Naples. Beaucoup de mal face à Naples, hein, d'ailleurs, pour Liverpool. Mais voilà, une poule composée du Napoli, de Salzbourg et de Genk. Salzbourg qui a fait une phase de poule au passage incroyable. Pour moi, c'est eux qui vont gagner l'Europa League. Mais voilà, mais le problème, c'est que d'un côté, tu as Liverpool qui, à l'heure actuelle, on va pas se mentir, est la meilleure équipe du monde. Défensivement, c'est énormissime. Van Dijk qui est le meilleur défenseur central du monde. Ils ont la meilleure paire de latéraux du monde avec Robertson, avec Alexander Arnold. Ils ont l'un des tout meilleurs gardiens du monde. Le meilleur, c'est Ter Stegen. Mais Alisson Becker est en train de faire un carton plein. Il a gagné la Copa, il a gagné la Ligue des Champions. Voilà, il montre qu'il fait partie des très grands. Le milieu de terrain est incroyable, que ce soit Jorginho Wijnaldum, que ce soit Naby Keita, que ce soit Fabinho qui est un homme nouveau, que ce soit Jordan Henderson qui est incroyable, mais c'est pas bling bling, alors on en parle beaucoup moins, mais Henderson est juste ouf. Les trois devant, j'en ai déjà parlé, Mané Firmino, Mo Salah, Divock Origi, Oxlade-Chamberlain. Voilà. T'as une équipe de mutants. Et pour autant, tu joues l'Atlético, un Atlético malade, un Atlético fatigué, mais on sait que l'Atlético, s'ils vont te chercher un but sur corner, ils sont capables de garder le 1-0 tout le long. C'est le problème, c'est que pour une équipe comme Liverpool qui joue au ballon, le pire tirage là-dedans, c'est l'Atlético. C'est l'Atlético parce que l'Atlético, c'est une équipe qui joue ultra défensif. C'est une équipe qui, en plus de jouer défensif, c'est une équipe qui aime défendre. C'est une équipe qui aime défendre. Pour Liverpool, c'est le pire tirage parce qu'ils sont capables de se faire sortir par l'Atlético. Alors, à mon avis, évidemment, Liverpool, c'est la meilleure équipe du monde. Évidemment que je donne Liverpool favori. Mais attention, si Liverpool se qualifie, si Liverpool gagne, je pense pas que ça sera par beaucoup de buts d'écart. 5e, 8e de finale, Chelsea, Bayern Munich. Chelsea qui ressort un petit peu la tête de l'eau. Chelsea qui a eu beaucoup de mal depuis quelques années. Chelsea qui a même raté plusieurs fois la Ligue des Champions. Les voilà de retour. Les voilà avec un effectif complètement remanié. Avec Tammy Abraham, avec Mason Mount. Avec des Hudson-Odoi, voilà, avec beaucoup de joueurs qui sont très jeunes. Beaucoup de joueurs formés au club. On sait que le club a été interdit de recrutement et pour autant ça se passe plutôt pas mal pour Chelsea. Alors pas mal, c'est à prendre avec des pincettes. Pourquoi parce que à l'heure actuelle Chelsea est 4e en championnat. Quand on connaît la qualité du championnat anglais, 4e c'est quand même assez ouf parce que c'est une très bonne place. 4e en Angleterre. Quand tu sais que tu as des Liverpool, tu as des City, tu as des Chelsea, tu as Tottenham, tu as United, tu as Arsenal, tu as même Leicester qui depuis quelques années est en train de montrer qu'ils sont là, tu as Everton qui est normalement une grosse équipe aussi d'Angleterre. Donc Chelsea est 4e, donc c'est bien. Mais pour autant, si tu regardes de plus près les stats, 9 victoires pour 6 défaites. 9 victoires pour 6 défaites. Tu te dis mais waouh, c'est quand même ouf. 6 défaites en 17 journées. Pourquoi parce que là, à l'heure où on fait la vidéo, Chelsea, sur les 5 dernières journées de championnat, c'est 4 défaites. 4 défaites en 5 journées. Donc, c'est-à-dire que Liverpool est en 8 victoires, 2 nuls, 2 défaites. C'était pas Liverpool, Chelsea, pardon, est en 8 victoires, 2 nuls, 2 défaites. C'était un début de championnat exceptionnel. Et puis là, d'un coup, coup de moins bien. 4 défaites en 5 matchs. Défaite face à City, défaite face à West Ham, défaite face à Everton, défaite face à Bournemouth, 2 défaites à la maison, 1-0 face à Bournemouth à la maison, 1-0 face à West Ham à la maison. Donc attention quand même à cette équipe de Chelsea qui, j'ai l'impression que c'est un petit peu le syndrome Dortmund, tu vois, pour Chelsea, qui a eu le privilège et la chance de sortir d'une poule assez homogène, une poule qui était à leur portée. Ils terminent 2e par rapport au goal average, mais ils sont à égalité avec Valence et seulement un petit point devant l'Ajax. Donc attention à cette équipe de Chelsea qui joue face à l'ogre. L'équipe très expérimentée du Bayern Munich. Le Bayern Munich, voilà, c'est un des plus gros clubs européens. C'est un des clubs avec le plus d'expérience.
Maintenant, c'est aussi un club qui cette année est particulièrement fatigué. Le Bayern, cinquième en championnat d'Allemagne. On sait que normalement le Bayern, quasiment tous les ans, c'est le club en Europe qui est sacré champion de leur championnat en premier. Ils sont sacrés des fois beaucoup de semaines avant la fin du championnat, tellement ils dominent le championnat allemand. Et pour autant, devant eux, tu as Leipzig, tu as Mönchengladbach, tu as Dortmund, tu as Schalke. Ils sont seulement à 2 petits points devant Fribourg, 2 petits points devant Leverkusen et 3 petits points devant Hoffenheim. C'est vous dire que le Bayern, en perdant à la prochaine journée, peuvent descendre potentiellement à la 8e place du championnat, sur un championnat qui ne comporte que 18 équipes. Le Bayern fait tout simplement un mauvais début de championnat. Et pourtant, tu fais un mauvais début de championnat et tu as quand même un certain Robert Lewandowski qui a égalité au classement des buteurs avec Timo Werner. Mais tu as quand même Lewandowski qui en 15 matchs a planté déjà 18 buts. Lewandowski, 15 matchs, 18 buts, c'est quand même oufissime. Et son équipe pour autant n'est que 5e à 3 points d'être 8e. Pour autant, le Bayern en LDC, ça a été une autre affaire. Puisqu'en Ligue des Champions, 6 matchs, 6 victoires. 18 points sur 18 possibles. Une poule à leur portée. L'Olympiakos à leur portée. L'Étoile Rouge Belgrade, évidemment, à leur portée. Bien que le déplacement en Serbie soit très compliqué. Tottenham, qui était le principal adversaire, mais ils sont tombés sur un Tottenham qui était malade. Voilà, c'est un Tottenham malade, un Tottenham qui a perdu Pochettino, qui a récupéré José Mourinho. Tottenham qui a perdu 7-2 à la maison face au Bayern Munich. 7-2 à la maison face au Bayern Munich. Lewandowski, meilleur buteur de championnat, meilleur buteur de Ligue des Champions également. 10 buts inscrits déjà en Ligue des Champions en 6 matchs. Le Bayern joue bien. Le Bayern a l'habitude du très haut niveau. Le Bayern en Ligue des Champions ne rigole pas. Chelsea a une équipe très jeune, avec une moyenne d'âge très faible, avec beaucoup de joueurs qui n'ont pas d'expérience à ce niveau-là. C'est à mon sens ce qui va faire la différence. Avantage très clair pour le Bayern Munich selon moi. Prochain match, et ça va être un match qui va intéresser mes amis lyonnais. Lyon, Olympique Lyonnais face à la Juventus Turin. Là, ça semble quand même peut-être le 8e de finale le plus déséquilibré. Pourquoi ? Parce que Lyon, cette année, n'est pas le Lyon qu'on connaît. Dans le jeu, c'est pas ça. On a changé Bruno Genesio pour avoir Silvinho. On a changé Silvinho pour avoir Rudy Garcia. Lyon en championnat, c'est seulement la 8e place. 7 victoires pour 7 défaites. Autant de victoires que de défaites. 4 matchs nuls au milieu. Déjà 10 points de retard sur Marseille, qui pourtant avait fait un mauvais début de saison pour Marseille, qui est 2e du championnat. L'Olympique Lyonnais qui malheureusement, et ça c'est assez dramatique, vient de perdre pour jusqu'à la fin de la saison ce qui était probablement les deux des meilleurs joueurs de l'équipe. Memphis Depay qui est venu sauver l'Olympique Lyonnais par des raids solitaires un nombre de fois assez incroyable cette année. Lyon aujourd'hui est 8e. Lyon aujourd'hui allait arracher sa victoire en Ligue des Champions. Sans Depay, Lyon serait ni qualifié pour les 8e de finale et ne serait pas non plus dans la première partie de tableau de Ligue 1. Sans Depay, cette année, l'OL, je pense que c'est 12 ou 13e du championnat. Et ça termine dernier de sa poule en Ligue des Champions. Qu'on soit bien clair, Depay n'est pas là, Depay n'est plus là. Autre blessé, Jeffrey Adelaide, jeune joueur recruté à Angers au début de saison, principal créateur de cette équipe. Jeffrey Adelaide, c'est toujours dans la percussion, toujours on essaye d'aller casser les lignes, toujours on essaye d'aller faire une différence. Le problème, c'est que c'est un joueur qui a demandé le changement à plusieurs reprises. C'est un joueur qui est un petit peu frêle physiquement, un joueur qu'on sentait fatigué, et c'est un joueur qui malheureusement s'est fait les croisés. Alors pourquoi j'ai pas dit les deux meilleurs joueurs? Parce que ça serait manquer quand même beaucoup de respect à Moussa Dembélé qui fait une saison merveilleuse de son côté. En face, tu as la Juventus et la première égalité en championnat avec l'Inter qui est toujours une équipe très solide. Une défaite en championnat en 16 journées. Voilà, la Juventus Turin, c'est de la Juventus Turin. J'ai l'impression que la Juve n'est pas aussi forte qu'avant. En revanche, pour moi, la Juve, c'est quand même toujours une équipe
capable d'aller gagner face à n'importe qui. Est-ce que je crois que la Juve cette année va faire un parcours extraordinaire en Ligue des Champions? S'ils continuent à jouer comme ils jouent, je pense qu'ils feront pas un parcours brillant. Néanmoins, face à l'Olympique Lyonnais, la Juve est quand même bien au-dessus. Il faut savoir que la Juve sort quand même d'une poule avec l'Atlético Leverkusen et le Lokomotiv Moscou, avec 5 victoires, 1 nul et 0 défaite. Donc invaincu en Ligue des Champions, une seule défaite en 16 matchs en championnat. Mine de rien, même si c'est pas la Juve qui fait bander tout le monde, ça reste quand même une Juventus très solide. Pour moi, avantage très clair à la Juve. Voilà, avantage très clair à la Juve dans ce match. Et ça risque même de faire beaucoup de buts d'écart. Prochain match, et celui-là, il va être intéressant parce que celui-là est très ouvert. Match entre Tottenham et le Red Bull Leipzig. Tottenham qui a fait un début de saison catastrophique, qui était en deuxième partie de tableau, qui a perdu son coach Pochettino, qui a pris un nouvel entraîneur avec beaucoup de caractère, José Mourinho. Tottenham s'est replacé en championnat. Tottenham est désormais 5e à 3 points seulement de la Ligue des Champions, à 3 points de Chelsea. Ça enchaîne les victoires du côté de Tottenham sur les 5 dernières journées en championnat. C'est quand même 4 victoires. Tottenham qui termine deuxième de la poule derrière le Bayern. On le sait, on l'a dit tout à l'heure. Tottenham qui a perdu 7-2 à la maison face au Bayern Munich. Et qui derrière est quand même très bien arrivé à relever la tête. Alors évidemment, il y a eu ces 2 défaites face au Bayern, mais on a su quand même aller remporter les matchs qu'il fallait remporter dans une poule ultra dominée quand même par le Bayern et Tottenham. Tottenham fait 2e avec 10 points, c'est l'Olympiakos qui fait 3e avec seulement 4 points. Il y avait 6 points d'écart, donc il n'y avait absolument pas de danger pour Tottenham. Sauf que voilà, là il y a l'effet Mourinho. Mourinho a déclaré que Tottenham d'ici 2 mois, ça serait une équipe avec que des machines de guerre, et je veux bien le croire parce que c'est évident qu'en termes d'effectifs, dans le secteur défensif, dans le secteur offensif et dans la moitié de terrain, dans le milieu de terrain, pardon, Tottenham a un effectif pour aller très loin dans les compétitions européennes, pour également faire un très bon championnat. Le changement d'entraîneur, je pense, leur a fait beaucoup de bien, et c'est pas pour critiquer Pochettino, mais c'est vrai que des fois tu as besoin de changement dans un club. Pourquoi, je sais pas trop, mais des fois tu as besoin de changement. Tottenham, pour moi, va être très difficile à battre. Et pourtant, en face de Tottenham, on a quand même le Red Bull Leipzig. Le Red Bull Leipzig qui termine premier de sa poule en Ligue des Champions. C'était la poule avec l'Olympique Lyonnais, le Benfica Lisbonne et le Zénith Saint-Pétersbourg. Mais à côté de ça, Leipzig est quand même première équipe du championnat d'Allemagne. Timo Werner, 16 matchs du championnat, 18 buts marqués à égalité avec Lewandowski. Les deux font une saison absolument incroyable. On a un serial buteur du côté de Leipzig. Maintenant, sincèrement, Leipzig, je le répète, première du groupe de LDC, première en championnat d'Allemagne, et pour autant, j'y crois pas du tout. J'ai un avis très clair pour moi, c'est sur Tottenham. Tottenham est largement favori, et je pense même que Tottenham ne va faire qu'une bouchée de Leipzig qui, je sais pas, je trouve que cette équipe n'aura pas les moyens de lutter face à une équipe du standing de Tottenham. Avantage pour les Spurs. Prochain match, Naples face à Barcelone. Et là c'est un match qui est un véritable match de gala. On a de très beaux matchs, on passe à Real Manchester, on passe à Chelsea Bayern, Atlético Liverpool, Borussia Paris, mais celui-là il a quand même une saveur particulière, ce Naples Barcelone. D'un côté Naples qui sort d'une poule, une grosse poule, probablement la poule qui m'aura fait le plus rêver dans la Ligue des Champions, avec notamment Salzbourg, Liverpool et Naples. Naples qui fait 2 derrière Liverpool, Naples qui a gagné face à Liverpool, qui a infligé la seule et unique défaite de toute la saison à Liverpool. C'est vous dire le niveau. Et Liverpool d'ailleurs sur le match aller-retour n'a pris qu'un point face à Naples. Seulement voilà, Naples, on sait qu'il y a des problèmes avec le président de Laurentiis. Licenciement de Carlo Ancelotti, arrivée d'un nouvel entraîneur, Gennaro Gattuso. Les cadres qui vont probablement partir libres. Le mercato hivernal qui va être décisif. On parle de Alan au Paris Saint-Germain. On parle d'un possible départ de Dries Mertens. Il y a énormément de ces joueurs-là. Kalidou Koulibaly qui devrait également quitter le club
à la fin de la saison. Du coup, la principale question qu'on peut se poser sur ce match-là, c'est évidemment l'état d'esprit des Napolitains. Est-ce qu'ils vont être à fond dans cette compétition? On parle quand même de la Ligue des Champions, donc j'ai envie de penser que oui. Maintenant, dans les têtes, le président a parlé de diviser les salaires, de laisser partir les joueurs libres, de les virer. Il y a beaucoup de problèmes extrasportifs du côté de Napoli. J'ai très peur pour la combativité des joueurs. Je le répète encore une fois, c'est la LDC, donc la combativité devrait être là. Mais cette équipe de Naples va être énormément dépendante du mercato hivernal. Si ça vend beaucoup en hiver, j'ai très peur pour cette équipe de Naples, sincèrement. À l'heure actuelle, le Napoli est une très belle équipe. Maintenant, dans 2 mois, je suis incapable de vous dire à quoi va ressembler cette équipe de Naples. Même si je pense qu'on va pas non plus vendre beaucoup de joueurs, on les vendra plutôt au mercato estival. Mais ne serait-ce que perdre des joueurs comme Alan, ça pourrait être complètement fatal. En face, on a le FC Barcelone qui termine première équipe de sa poule en Ligue des Champions. Le FC Barcelone qui est actuellement première du championnat espagnol, égalité avec le Real Madrid. Le FC Barcelone a l'air de beaucoup mieux jouer depuis plusieurs semaines. Griezmann petit à petit se fait au moule de cette équipe barcelonaise. Alors entre une équipe de Barcelone qui est en train de monter en flèche sur la pente ascendante et une équipe napolitaine qui est en train de baisser tout simplement parce qu'en championnat ça se passe mal, hein. Naples c'est 8ème du championnat italien. Seulement 5 victoires en 16 matchs, hein, Naples. Sur les 5 derniers matchs, c'est 3 matchs nuls de défaite pour vous dire, hein, sur les 5 derniers. Seulement 3 points en 5 journées pour Naples. 8ème du championnat, saison catastrophique en championnat pour Naples. Maintenant on sait que dans le fond de jeu ils sont là. On sait qu'ils peuvent accrocher une équipe comme Barcelone. Mais pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment, gros avantage à mon sens pour le FC Barcelone, qualification du FC Barcelone. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à partager vos pronos dans les commentaires juste en dessous, à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu si vous voulez pareil pour l'écart de finale. Évidemment, comme je vous l'ai dit, la donne devrait changer d'ici 2 mois. On aura de nouveaux éléments à prendre en compte. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez tout simplement kiffé cette vidéo. Voilà, plus que 2 mois à attendre maintenant pour voir ces 8e de finale de Ligue des Champions. Et enfin, avoir le résultat de nos 2 clubs français, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, à qui on souhaite évidemment le meilleur. Bonne journée ou bonne soirée, bye bye.